Ils sont partis dans les couloirs du temps. Et bienvenue à tous sur ce nouveau talk dans les couloirs du catch. C'est un plaisir de vous retrouver. On reprend du service et cette fois-ci, on va vous présenter le pay-per-view AEW Révolution. Avec moi aujourd'hui, le capitaine de l'Egri Time, le professeur, le professionnel. Messiah, bonsoir à toi. Bonsoir à toi Loman et bonsoir à tous les autres intervenants. Je suis très content parce qu'on va faire une preview géniale pour ce pay-per-view AEW Révolution qui promet d'être explosif. J'attends que ça. Et tout de suite, sa première avec nous. La voix officielle de Kylian Mbappé, un grand fan du Taker, un fan hardcore du Capitaine Crochet de la CZW. Yanis est avec nous. Salut Yanis. Bonsoir les amis, très heureux de participer à cette nouvelle émission. Et puis comme j'ai beaucoup parlé pendant sur ces premiers mois de janvier et jusqu'à aujourd'hui, comme quoi le pay-per-view de la AEW Révolution allait être explosif, et ben j'ai hâte de faire la review. Et ben c'est parti. J'accueille tout de suite le fanboy incontesté de Becky Lynch, le sosie non officiel de Gaël Monfils. Monsieur Wally est parmi nous ce soir. Bonsoir Wally. Bonsoir Loman, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Hâte de discuter de la AEW Révolution. Comme Messiah l'a dit, ça annonce explosif. Let's go. Et notre dernier intervenant, il fait partie de la team Egri Time, le prince de la rousseless. Lunatic est parmi nous. Salut à toi Lunatic. Salut Loman, salut à tous les catcheurs et les catchistes, ainsi qu'à l'équipe des couloirs. Bah, moi aussi j'ai hâte de parler de catch et je suis chaud pour Révolution. Et ben c'est parti. Et ben on parle directement les amis sur la Battle Royale. Le premier fight de la soirée pour le titre AEW National Championship avec Ricochet en tête d'affiche. Pour moi, c'est super intéressant. On va voir des catcheurs qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qui sont très peu utilisés. Et puis, qui sait, peut-être des nouvelles signatures. À toi, Lunatic. Ben, ce match, comme il est en pré-show, ben, cette bataille royale, c'est à l'image du Pimps de la Ricoche. Hein. C'est-à-dire qu'on n'en a rien à foutre, voilà. C'est juste un match comme ça pour remplir la carte parce qu'il faut un maximum de gens. Hein, et écoute, de toute manière, c'est à sa place. Et ça sera sans doute de la bonne action. Il y aura beaucoup d'actions en tout cas. Du coup, ben, il y aura quelques têtes qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme tu dis. Et j'imagine bien une surprise, genre Jay White qui gagne le Pimps, tant qu'à faire. C'est envisageable, ça. Hein. Messiah, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Bah moi, malgré que ce soit en pré-show et qu'on pourrait dire qu'on s'en moque de manière polie comparé à Lunatic, moi c'est toujours des batailles royales, j'aime toujours les regarder parce que je passe un bon moment en général. C'est pas des matchs très importants, oui, dans les storylines et pour l'avenir de la AEW, mais ça permet à tous les catcheurs d'avoir une apparition pay-per-view, même si c'est gratuit. Surtout qu'en plus les Zero Hour d'AEW sont sur YouTube, donc c'est très cool, donc tout le monde peut les suivre. Ça donne envie aux gens d'acheter le pay-per-view ou de s'abonner à leur nouvelle plateforme. Donc ça c'est cool. Ricochet qui va être seul contre tous. Donc moi j'aime bien le principe du champion qui défend dans un gros match comme ça parce que on va voir quelle tactique vicieuse il pourra trouver pour conserver le titre parce que moi je le vois conserver. Mais j'avoue que j'aime bien la tech de Lunatic comme quoi Jay White pourrait revenir dans ce match-là. J'attends pas spécialement de nouvelles signatures mais des retours de blessés ça pourrait être cool et dont Jay White. Et si Jay White revient et qu'il gagne le titre, j'en serais très content. Place tout de suite à Yanis. Bah moi je suis pas d'accord avec Luna parce que je suis très hype de ce Battle Royale Gauntlet Casino Match. Je pense que des retours de blessures c'est très important dans la Fed. Et puis je vois bien le retour de Jay White avec qui met à son Sweet Blade à Ricochet pour gagner la Battle Royale et repartir sur les sommets. Et bah pour ce match de pré-show, on va finir avec Monsieur Wally. À toi l'honneur. Oui. Ouais, j'ai un peu hâte de cette Battle Royale, ça va être intéressant. On aura l'occasion de voir la mid-card de la AEW. Donc plusieurs lutteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de trop voir qui ont du temps d'antenne dans la semaine.
Ricochet, il s'est bien trouvé depuis qu'il a signé à la WWE. Il est très énervant avec son personnage. Et je mise sur une victoire de sa part parce que je me demande bien de quelle manière Lash en fait il va conserver son titre comme il l'a fait à chaque fois que c'est arrivé. Et pareil aussi, je m'attends à des retours. Lunatic a cité Jay White et depuis quelques temps, je me dis peut-être que des mecs comme Adam Copeland pourraient aussi revenir. Et, je m'attends aussi à des retours. Et pourquoi pas des nouvelles têtes ou pas du tout pour toi? Pourquoi pas? Parce qu'il y a eu des signatures récentes, mais je m'attends plus à des retours de blessures. Mais les deux sont envisageables. Eh ben les amis, place tout de suite au TBS Championship entre Willow Nightingale et Lena Cross. Et je donne la parole à Yanis. Je vois que ce match est à rajouter sur la carte, donc je vais faire bref. Ça sera Willow qui va conserver sa ceinture, que sa gimmick me plaît très bien. C'est une bonne catcheuse de mid-card. La ceinture TBS n'a pas besoin d'être si haut n'a pas besoin d'être si haut. Donc victoire de Willow, ça ira très bien. Moi, je suis très content de revoir Willow. Je découvre Lena Cross, donc c'est un plaisir aussi. Et puis, je spoil pas tout. Je pense que vous allez me dire des choses par la suite avec les équipes qui arrivent. Place à Lunatic. Juste une question, pourquoi faire ce match-là, surtout le mettre aussi bas dans la carte en pré-show? Ça montre une fois de plus le problème d'avoir trop de titres à la AEW, c'est terrible. Et on met Lena Cross en challengeuse parce que va te faire foutre, hein, écoute. Alors qu'il y a Megan Bayne qui, depuis des mois, on nous disait qu'elle allait affronter Willow pour le titre TBS, mais bon, on envoie Lena Cross pour une victoire facile de Willow, et en tant que prétexte pour la suite du show. Donc, Ouais, je peux un peu te rejoindre. Mais voilà, ouais, un fight d'échauffement pour moi, pour Willow. Mais ça y est. Eh ben ouais, ce match c'est un des derniers rajoutés en pré-show. Donc championnat TBS c'est quand même normalement le titre féminin intermédiaire, donc il est normalement censé être assez important et il est en pré-show. Bon, ça permettra aux gens de les voir gratuitement, donc pourquoi pas. Ouais, Willow qui va défendre contre la nouvelle arrivante Lena Cross qui est dans l'équipe avec Megan Bayne. Mais je suis totalement d'accord avec Lunatic. J'aurais préféré voir Willow Nightingale contre Megan Bayne pour le titre TBS sur la carte principale en vrai. C'est avec qui t'as choisir. Exactement. Et j'aurais mis le limite si vous voulez vraiment faire catcher parce que du coup Willow et Lena Cross vont catcher 2 fois. Donc je pense que ce match-là, il va déborder sur le pay-per-view pour enchaîner le match par équipe derrière. Je pense qu'elles vont enchaîner leur match. C'est mon avis. Peut-être que ce sera pas du tout le cas, mais c'est ce que je pense. Et ouais, il faudrait que Megan Bayne ait un titre solo, quoi. Donc c'est cool de l'avoir dans une division par équipe, mais pour moi, elle a le statut de monter plus haut. Donc d'avoir le titre intermédiaire pour continuer de la builder, ce serait plus pertinent. Mais ouais, victoire facile de Willow dans un match, je dirais assez court quand même. Merci d'anticiper mon coup de gueule qui va arriver, Messiah. Merci beaucoup. Place directement à Wally et c'est Wally qui va rebondir en premier pour le fight par équipe. J'ai hâte d'entendre tout ça. Oui. Je rejoins globalement les avis qui ont été dits avec un peu de nuance cependant. Oui. Je suis d'accord sur le fait que finalement ce match-là, on n'avait pas forcément besoin de l'avoir sur la carte parce que déjà ça alourdit déjà un peu la carte du pay-per-view, surtout que les pay-per-view de la WWE, de manière générale, il y a beaucoup de matchs. Il y a toujours au moins 9 matchs. Là, on arrive à 12. Donc j'ai peur qu'en fait ça alourdisse le pay-per-view, même si c'est en pré-show. J'aurais préféré que le pré-show reste concentré sur la Battle Royale avec Ricochet, mais bon, c'est comme ça. Après Willow, c'est toujours un plaisir de la voir. Comme J'allais dire comme Lunatic a dit, pourquoi pas le top en fait, ça aurait été Megan Bayne face à Willow largement plus haut dans la carte.
Eh D'accord. ben, Et là, non, justement, je- et là, en fait, Willow, elle enchaîne coup sur coup, apparemment. Donc, si t'es comme ça, tant mieux. Mais pour le coup, avec Megan, moi, je préférais ne pas l'avoir pour le titre TBS. J'ai envie de l'avoir plus haut. Parce que pour moi, Megan Bayne, en fait, elle est déjà oui, prête à être dans la title pick du titre féminin principal, en fait. Donc pour moi, elle n'a pas Oui, besoin du je ne, titre pour- TBS. je ne pourrais jamais te contredire là-dessus. Il y a Lunatic qui voulait rebondir, et après on enchaîne sur le fight équipe féminine. ah non, je ne fais que confirmer ce que Wally dit, hein, j'ai rien de plus à rajouter. Il n'y a rien à rajouter de toute façon. Voilà. Alors, place tout de suite à l'AEW Women's World Tag Team Championship face aux Babes of Wrath et Megan Bayne et Lena Cross. Wally, on reprend la main directement. Ouais. Bon, bah déjà sur ce match, bon déjà ça fait plaisir de voir le titre féminin défendu assez régulièrement. Je kiffe l'équipe qui est composée par Willow et Harley Cameron. Je kiffe Megan Bayne évidemment. Donc bah déjà rien que pour ça, je suis content d'avoir ce match-là. Je vois pas un changement de titre pour le coup. Après peut-être que justement le match avant entre Willow et Lena Cross va avoir une incidence sur le match, donc peut-être qu'il y a un changement, mais je pronostique une victoire des Babe of Watts. Je pense qu'elles ont encore à offrir dans la division tag team. Moi, je suis très content de retrouver cet affrontement entre Willow et Megan. C'est vraiment deux catcheuses que j'adore, surtout Megan Bayne. J'aimerais voir des fights d'elle tous les jours. Je vous le dis sincèrement, les amis. Willow, un super sourire, un sacré physique et ça bouge énormément, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ça. Yanis, je te laisse la parole. Alors, je suis très content que la division par équipe féminine de la AEW, pardon, a au moins une ceinture qui défend pratiquement tous les pay-per-view, pas comme dans une certaine fédération. Clin d'œil. Donc, moi, je vais pronostiquer, comme je n'ai pas vu le weekly du dernier Dynamite, je vais pronostiquer la victoire de Megan Payne et de sa partenaire sur ce match-là. Lunatic? Allez, c'est parti pour le coup de gueule. Rien à foutre du match, hein. C'est un match que tu pouvais avoir en weekly clairement pour les titres d'une division qui n'a pas lieu d'exister selon moi. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur Megan Bayne. Elle n'est clairement pas à sa place là, quoi. Et surtout qu'elle a affronté les championnes 3 fois. Elle a perdu 3 fois. Ça s'agirait de passer à autre chose, hein. Et elle fait équipe avec l'autre random pour compenser que Penelope Ford soit blessée. Ok, d'accord. Bon, j'imagine qu'elle va pouvoir profiter de ça assez rapidement. Parce que je pronostique la victoire de Megan Bayne et Lena Cross. Parce qu'à un moment, je ne vois pas l'intérêt d'avoir ce match si c'est pour qu'elle perde une 4e fois. Je te rejoins totalement là-dessus. Et on conclut par le professeur, le professionnel, le chef, le capitaine de l'Egri Time. Va-t-il rejoindre Lunatic là-dessus? Bah, je vais le rejoindre sur pas mal de points en vrai. Alors, je suis quand même content qu'elle soit sur la carte parce que avant le dernier Dynamite, on pensait que ces filles-là ne seraient pas sur la carte du pay-per-view, alors que il y a quand même 2 titres d'AEW qui sont sur les hanches de Willow Nightingale. Donc pour moi, c'est normal qu'elle soit sur la carte. Je suis un peu plus nuancé dans le sens que moi, ça me dérange pas d'avoir une division par équipe féminine. Le truc, c'est que ça commence c'est que ils sont en manque d'équipes, il faut qu'ils créent des équipes féminines pour avoir de l'adversité. Et c'est vrai que j'avais oublié que ce match-là est déjà arrivé 3 fois, donc oui, parce que de base j'allais pronostiquer une victoire des Babe of Wrath, mais du coup oui, je pense plutôt, je change mon point de vue et je dirais plutôt Megan Bayne et Lena Cross. Mais ça m'embête parce que j'ai pas envie que Megan Bayne traîne dans la division par équipe, parce que vraiment je suis du même avis que vous tous. Pour moi, Megan Bayne doit aller plus haut. Vraiment, elle doit être dans la scène du main event pour moi. Et vous savez que, par contre, en termes de catch, j'ai hâte de voir quand même, parce que bon, j'aurais mes yeux beaucoup rivés sur Megan Bayne, je vous cache pas. Harley Cameron et Willow Nightingale sont très forts dans le ring, mais vous savez que j'ai un peu de mal avec la gimmick de Willow. J'en ai déjà parlé à multiples fois.
Mais comme en termes de in-ring c'est impeccable, je pense que je passerai quand même un bon moment durant ce match. Mais c'est le booking et le following qui me perturbe un petit peu. Et rapidement, c'est quoi qui te gêne chez Willow? Si les followers veulent plus de détails. Il est juste aigri, c'est tout. Non, oui, je suis aigri, oui. Non, en fait, ne répondez pas à sa place. En fait, c'est gimmick un peu trop coloré, un peu trop Disney Channel Gully pour ceux qui voient, genre trop positif. We are the world, we are the children. Ouais, voilà, c'est ça. Le truc un peu trop positif, je souris, hein. Alors qu'en fait, Willow, c'est une tueuse dans le ring. Donc moi, je préférais qu'elle soit beaucoup plus sérieuse business que toute souriante, toute rigolote. Ça m'énerve un petit peu. Voilà. Eh ben, très bien. Ok. Eh ben, on passe directement au trio match. C'est Messiah qui va vous faire cette présentation. Je te redonne tout de suite la parole. C'est parti. Donc du coup, c'est un match entre le nouvel arrivé signé David Finlay qui a rejoint ses amis qui étaient déjà chez AEW, donc Gabe Kidd et Clark Connors, pour créer un clan qui s'appelle The Dog. On va pas parler du nom parce que c'est nul. Et ils vont affronter une grosse équipe. Une grosse équipe de babyface en la personne de Darby Allin, Orange Cassidy et Roderick Strong. Donc deux des mecs les plus over de la UW. Et Roderick Strong qui est un excellent soldat, mais qui est beaucoup moins over, on va dire, que ses deux partenaires. En termes de pure in-ring, je vais kiffer. Parce que les 6 mecs dans le ring, je les aime beaucoup, tous. Roderick Strong, ça commence à devenir une légende au niveau de ce qu'il a fait sur le circuit indépendant et à NXT et tout ça, et j'adore son catch. Orange Cassidy, il va mettre les mains dans les poches, il va nous faire kiffer comme d'habitude. Darby Allin, il va se faire massacrer tout le match, et c'est ce qu'on veut de Darby Allin. Et quant aux The Dogs, j'adore Gabe Kidd, même si je le préfère son personnage à New Japan qu'à l'AEW. Je trouve que c'est un peu un heel sans saveur, ce qui me gêne un peu. Clark Connor, c'est un très bon junior et on va dire un très bon homme de main, mais il manque encore de personnalité. Et on a le nouvel arrivant Finlay. Donc Finlay, moi j'ai beaucoup aimé son run à la New Japan, même son run en tant que leader du Bullet Club, même s'il n'a pas atteint le niveau de ses prédécesseurs, faut pas déconner. Mais en termes de in-ring, je vais vraiment être content, mais je trouve quand même que c'est le match pour caler une nouvelle signature, et c'est un peu le balèque match de la soirée, quoi. Et bah place tout de suite à Monsieur Wally. Je rejoins Messiah sur le fait que ce match-là il a été rajouté pour un peu présenter les Dogs, même si on avait déjà pu voir ce que Gabe Kidd donnait. Et petite parenthèse le concernant, moi personnellement je kiffe le fait qu'il n'ait pas le même personnage qu'à la New Japan, parce qu'à la New Japan c'est un pur babyface, tandis qu'à la AEW c'est un heel un peu sadique. Darby Allin peut en témoigner. Mais sinon après sur le match en lui-même, c'est vrai que c'est un match que tu aurais très bien pu voir en fait à Dynamite ou à Collision, pour continuer notamment la feud entre Darby Allin et Gabe Kidd. Pour le pronostic du match, je saurais pas trop sur qui miser, surtout que j'ai pas vu le dernier Dynamite. Donc à voir. Mais je pense que une victoire des Dogs pour affirmer justement leur début à la W serait selon moi logique. On n'est pas à l'abri d'un turn peut-être de Roderick Strong, qui sait. Après tout, c'est un match en pay-per-view, donc il va sûrement se passer des choses. Et voilà, quoi. Et bah place tout de suite au roi de la sauce. Il aime le sel et la sauce. Lunatique. Rien à foutre du match, c'est un match de dynamite et victoire de The Dogs. D'ailleurs, petite remarque. Merci à toi. Oui. Petite remarque, Gabe Kidd a l'air plutôt d'être le chef du clan. Hein. On parle de Finlay, c'est vrai. Bon, Finlay, j'ai déjà donné mon avis sur sa signature à la AEW, là où ça semblait faire polémique. De toute manière, si vous voulez un avis plus compressé, on va dire, il y a un podcast de Tag Team Pro sur Spotify pour faire la petite des copains. Mais sinon, pour moi, il aurait dû rester au Japon, ça aurait été le mieux. Mais là, maintenant qu'il a la AEW, il a plus l'air d'être un mec qui est là parce que Gabe Kidd a ramené les copains, quoi. Donc, c'est un peu ça. Même si je sais qu'il a été leader des War Dogs à New Japan. Je peux rebondir juste vite fait. Oui, c'est vrai que quand je vois l'affiche,
logiquement, c'est David Fillon le leader, et oui, ils mettent Gabe Kidd en avant parce qu'il est en rivalité avec Darby Allin, et on a l'impression que c'est lui qui est beaucoup plus mis en avant que son ancien leader. C'est très bizarre. Et je comprends pas trop le délire. Mais Gabe Kidd fait quand même la passerelle entre les deux. Hein. Il est pas totalement AEW, il continue d'apparaître au Japon. Hein. Sur ce fight, on termine directement avec Yanis. C'est là que je vais dire une connerie, mais je pense que ce match-là, je vais pas le regarder, je serai sur ma console en train de jouer parce que ce match-là, j'en ai rien à foutre. Il aurait dû rester franchement, tu as tort. Tu as tort. Messiah nous a vendu très bien le produit. Mais vas-y, je te laisse développer. Tu as tort. Vas-y. Il aurait dû rester à Dynamite ou à Collision pour ce match-là, ou voilà, dans le pré-show, mais je vois pas ce match-là en pay-per-view de base, sachant que tu fais venir ta grosse signature et tu le mets dans un trio, dans une autre compagnie, la signature aura fait un AV1 pour commencer. Donc ce match-là, j'en ai rien à foutre. Je te remercie Yanis. Maintenant, place à un fight. Un exercice de style, deux styles différents, deux cogneuses. On a Toni Storm, dans un premier temps, face à Marina Shafir. Everyone banned from ringside, je le précise. Toni qui nous fait penser à Marilyn Monroe, en mode actrice hollywoodienne, avec un look rétro. Son personnage est incroyable, in-ring, comme en dehors. Au micro, sa psychologie, ses intentions au détail sont dingues. Face à elle, Marina Shafir, celle qui a fait perdre des Timeless Bombs tout récemment face à Megan Bayne et Lena Cross en envoyant Toni Storm sous le ring. Marina est réputée pour ses moves de MMA. Elle fait partie des Death Riders. On aime la détester. Elle a des kicks violents et dévastateurs. Elle est imposante dans le ring comme en dehors. Ça promet une superbe confrontation. Wally, je te laisse rebondir sur ça. Alors avant de parler du match, franchement, j'ai une petite pique pour une attique. Si après ça t'es pas hypé par le match, vraiment, moi je prends plus rien pour toi en fait. Mais non, du coup, sur le match, hypé par le match, parce que Yes. Toni Storm, c'est Toni Storm, meilleur gimmick féminin de l'industrie du catch actuellement. Donc c'est toujours un plaisir de la voir. Marina Shafir, faut souligner aussi son progrès depuis plusieurs années. En fait, la plupart de son passage à la l'AEW, c'était une jobbeuse. Et là, maintenant, dans ce rôle, dans les Death Riders, ça lui va à merveille. Ce sera une opposition de style, avec le style MMA de celle-ci, et le style plus catch traditionnel de Toni Storm. Ça va être une belle opposition de style. Donc ouais, je suis hypé par le match et en termes de pronostic, je vais miser sur Marina Shafir parce que j'ai pas le souvenir. Vous me corrigerez si jamais, mais j'ai pas le souvenir qu'elle ait eu une grosse victoire en solo. Elle a eu une grosse victoire lors du Blood and Guts. Mais j'ai pas souvenir d'une grosse victoire en solo, donc peut-être qu'à ce moment-là, ce serait le moment pour elle. Mais voilà. Je te remercie, mon pote. Tout de suite, vu que tu lui as envoyé un tacle, je laisse Lunatic te répondre. Enfin, ce match, c'est pas que j'en ai rien à foutre, c'est que je ne vois pas l'intérêt en fait. Pour moi, la rivalité devait finir à Grand Slam, là où Ota s'est fait raser le crâne et là où moi c'était plié. Mais bon, pour le match, Toni Storm, j'aime beaucoup. Comme vous dites, meilleur gimmick du catch féminin actuellement. Même si, au vu du dernier segment, elle paraît plus gênante qu'autre chose. Et Marina Shafir, depuis qu'elle est dans les Death Riders, elle est plutôt intéressante. Elle est plutôt bien quand elle catch pas et qu'elle parle pas, du coup. Et sinon, pour le match, pour l'opposition du style, ça peut être intéressant et je prends aussi qu'une victoire de Toni Storm. Ok. Yanis, à ton tour. Pour ce match-là, je vais être bref. Ça va être victoire de Toni Storm une bonne fois pour toutes et que
que retouche le titre mondial féminine. Basta. On finit par le co-chef, le co-directeur des couloirs du catch. Alors, vous avez dit beaucoup de points intéressants, donc je vais essayer de rebondir sur certains. Vous dites Toni Storm, meilleur gimmick de la division féminine depuis facile 15-20 ans. Moi, je dirais meilleur gimmick tout sexe confondu. Moi, j'en suis là. Moi, c'est vraiment une gimmick hors du temps. Voilà, c'est timeless, de toute façon, c'est hors du temps. Ça faisait très longtemps dans le catch qu'on n'avait pas eu un personnage complètement à part comme ça, et j'en suis grave fan, parce que du coup, elle marie son côté in-ring qui est nickel chrome et qui est parfait, parce que elle, dans le in-ring, elle m'envoie du rêve, avec un personnage totalement foufou. Donc, c'est vraiment une association qui me plaît beaucoup. Quant à Marina Shafir, oui, elle a vraiment galéré. Je rappelle qu'elle vient des 4 Horsewomen de l'UFC quand elles étaient signées chez WWE, avec Ronda Rousey, Shayna Baszler, elle-même et Jessamine Duke. Et c'est la seule actuellement qui est encore dans une scène mainstream en termes de catch, parce que Shayna Baszler n'est plus là, Jessamine Duke ne s'est jamais accommodée au catch, et Ronda Rousey, là, elle prépare son retour à l'UFC. Donc Marina Shafir, elle avait vraiment beaucoup de mal dans l'in-ring, elle a fait des progrès, j'en ai pas vu assez, donc ce match-là, pour moi, c'est un gros test pour elle. Et je vais rebondir de manière plus gentille sur son personnage. Depuis qu'elle est dans les Death Riders, par contre, je l'aime beaucoup en tant que bodyguard de Moxley, où elle a une vibe très Shayna dans l'idée, donc la poker face ultra dangereux féminine, et en plus c'est quand même, ça fait une dissonance, on se dit mais Moxley il a pas besoin de bodyguard. Mais sauf qu'elle est crédible à côté de Moxley, et ça c'est génial, ils ont réussi à la builder de ouf dans son personnage. Donc hâte de voir ce qu'elle va donner dans le ring. Mais je parle aussi de la stipulation, tout le monde est banni du ringside. Je pense quand même que Wheeler Yuta va réussir à trouver un moyen d'intervenir, à mon avis. Mais je vois quand même Toni Storm gagner au final, parce que elle va repartir vers le main event. Et en fait, Marina Shafir, c'est pour lui donner un gros match, de montrer si elle fait des progrès, et continuer de faire apparaître plus ou moins tous les membres importants des Death Riders dans une carte, quoi. Est-ce que tu aimes détester Marina Shafir? Ouais, franchement, ouais. C'est ça? Ouais. Et ben les amis, on passe directement à Tekla versus Chris Statlander, si vous le voulez bien, pour le AEW Women's World Championship. 2 out of 3 falls. Encore une fois, désolé pour cet anglais stratosphérique exceptionnel. J'y vais directement. Je suis hypé de fou. Chris Statlander, ça fait un moment que je la suis et je l'adore. Je découvre Tekla. J'ai vraiment pris mon pied avec leur fight strap. Grosse intensité, du sang, de la sueur. Je trouve aussi que Chris, elle est belle à voir catcher. Elle arrive toujours à mettre en avant ses adversaires. Ça me plaît beaucoup, ça. Et on commence directement par Yannis. Ce match-là, je l'aurais préféré en 1 contre 1, tout simplement, parce que Chris Statlander, c'était classe, c'est quand même deux catcheuses exceptionnelles. Je suis plus un petit côté Chris Statlander, jusqu'à développer un peu sa gimmick. Qu'elle embrasse peut-être le côté je suis woman strongman et que j'écrase tout le monde. Mais je dirais une victoire de Chris Statlander pour le titre mondial. Là, tu me fais plaisir. J'espère que tes derniers dires seront valides et certifiés avec pas de cœur. Mais Saya, à toi. Ouais. Je vais rebondir sur ce que Yannis a dit en disant il aurait aimé un single match, en avait un plus classique entre les deux. Le fait qu'elles veulent désigner qui est la meilleure, je trouve que la 2 out of 3 fall en stipulation c'est la meilleure, parce que là c'est une victoire claire et nette, tu dois gagner 2 fois ton match, donc il y aura pas même s'il y a des interventions, des trucs comme ça, c'est qu'on aura 2 victoires claires, alors que dans un AV1 classique on peut avoir un finish un peu pourrave. Là au moins je pense qu'on se prémunit de ça en mettant cette stipulation. Chris Stat pour parler d'elle, pilier de la division féminine à l'AEW, malgré qu'elle soit sous-estimée. Alors que dans son in-ring, pour moi, c'est une taulière, quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est une des taulières. Dommage qu'elle ait eu pas mal de blessures qui ont freiné, on va dire, sa place au sein de la division féminine. Mais là, elle est revenue.
Il y a encore des approximations sur sa gimmick, donc j'aime bien l'idée d'Yanis qui dit qu'il faut qu'elle se montre en tant que strong woman et qu'elle montre qu'elle est plus forte que les autres. J'aime beaucoup cette idée. Pourquoi pas? Et qu'elle affirme plus de personnalité. Et à côté de ça, il y a ma chouchoute actuelle chez AEW, Tekla. Je la connaissais pas de son run au Japon, mais quand je l'ai vu arriver à l'AEW avec cette gimmick de Toxic Spider, avec sa manière de se mouvoir dans le ring, avec ses petits ponts, de la manière dont elle bouge dans tous les sens, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je suis très content qu'elle ait eu le titre aussi vite, parce que je la trouve très crédible. Elle a réussi à sortir un peu des abysses deux petites jeunes qui sont Sky Blue et Julia Hart. Donc j'aime bien ce petit clan, moi. Et même si Stat c'est la taulière, je vois une victoire de Tekla parce que j'ai pas envie qu'elle ait un règne de transition. Je préférerais qu'elle garde le titre jusqu'à ce que Tony Storm vienne l'affronter, limite. Quand vous me dites, toi Yanis, qu'elle montre un peu plus son délire strong, pour vous, c'était quoi? C'est qu'il y a trop d'imperfections là-dessus, une hypersensibilité peut-être aussi par rapport au statut qu'elle doit avoir. Comment vous voyez le truc par rapport à Chris? Bah, c'est qu'elle dégage pas cette personnalité pour quelqu'un qui est main eventer, en fait. Depuis qu'elle a perdu la gimmick d'Alien, qu'elle portait très bien. Moi, j'aimais bien quand elle faisait l'Alien au début d'AEW. Mais là, en fait, c'est juste un peu une catcheuse un peu lambda classique, et il n'y a pas un vrai truc qui sort de sa personnalité pour la scène du main event. Donc j'aimerais bien vraiment qu'elle se trouve une vraie gimmick, ou qu'elle l'appuie sur des traits de personnalité qui la caractérisent, quoi. Yanis, tu rejoins Messiah dans ce qu'il dit par rapport à Chris? Je vais même aller plus loin parce que Chris, si on la développe sur son Woman Power, je pense qu'il y a moyen de ramener du pognon. Il y aura moyen de ramener du pognon et des dollars. Parce que dans une autre fédération que je ne citerai pas ce soir, il y a quand même pas mal de femmes qui sont Power Women et que ça éclate un peu toute la division féminine. Donc si Chris peut se développer là-dessus, moi je suis un banger. J'achète mes billets pour All-In à Londres, c'est pas un souci. Hein. Voilà. Et maintenant place directement à Wally. Alors tout d'abord, j'aime bien les deux lutteuses. Mention spéciale à Tekla. Ça fait à peine 8 mois qu'elle est à l'AEW, mais pourtant, je trouve que son run pour le moment, c'est un sans faute. Donc, je suis agréablement surpris qu'elle ait récupéré le titre. Et ce qui est amusant, c'est que elle a rejoint justement le clan de Julia Hart et Sky Blue. Et plus les mois passaient, et plus t'avais le sentiment que finalement, c'est elle qui a pris le lead du clan. Parce qu'autant au début, ça avait l'air d'être mené par Julia Hart avec Sky Blue qui était un peu sa suiveuse, mais là, vraiment que c'est Tekla qui est au devant de la scène et ça fait pas du tout tâche. Ça fait pas du tout tâche. Sur le personnage de Statlander, je suis assez d'accord avec ce que disent Messiah et Yanis. Tu sens qu'elle peut aller plus loin, donc il faut vraiment qu'elle travaille là-dessus pour justement step up, s'affirmer et montrer que c'est elle quoi. Elle est un personnage important de la division féminine de l'AEW et je miserais sur une victoire de Tekla parce que comme Messiah, j'ai pas envie que ce soit un run de transition. Je suis sûr qu'elle peut avoir un très très bon run, encore de belles choses à offrir. Donc, je me dirais sur une victoire de Tekla. Bon, on finit là-dessus avec le prince de la Ruthless Aggression. J'en ai rien à foutre du match. Franchement, j'ai pas de hype particulière là-dessus. Mais ça peut être sympa. En tout cas, ça s'annonce sympa et c'est logique que ce match existe en pay-per-view, en plus avec une stipulation. Donc là-dessus, j'ai pas de soucis particulièrement. Tekla, c'est le catch. Hein. Depuis que j'ai découvert l'année dernière aussi, Tekla, c'est super. Et en plus, son règne de championne depuis à peine quelques jours, ça a l'air bien, quoi. Elle porte bien la ceinture. Et pour corriger, Wally, elle a toujours été leader du Triangle of Madness. Et dès le début, en fait, c'était elle la chef, c'était elle qui dirigeait le groupe, du coup. Donc, impression. Mais okay.
comme l'a dit Messiah, c'est pratiquement elle qui a récupéré les deux jeunettes des limbes. Hein. Et Chris Statlander, même si au début j'avais du mal, ben je l'aime bien globalement. Bonne catcheuse, voilà, j'étais content qu'elle remporte enfin la ceinture mondiale. Même si, bon, je rejoins tout le monde hein, en ce qui concerne son identité, on voit qu'elle se cherche encore, même si ça reste quand même fade globalement depuis qu'elle n'a plus sa gimmick d'alien. Et perso, je trouve que jouer sur le truc de Strong Girl, c'est un peu trop classique en fait pour Statlander, dans la mesure où même à la AEW, il y a d'autres meufs fortes. Là, on a Megan Bayne, on a Willow Nightingale, on a, bon, j'ai vu sur Dynamite Persephone aussi qui peut avoir cette image, et il y a Lena Cross qui vient d'arriver, donc ça ferait beaucoup juste avoir ce caractère-là. Et actuellement, elle est en train d'être dans un délire de Terminator, je comprends pas trop, donc curieux de voir pour la suite. Mais sinon, pour le match, je pronostique Tekla vainqueur. Et en plus, elle est meilleure que Julia. Voilà. Oh. Donc, tu penses que Chris, ça va être la prochaine Schwarzenegger ou la prochaine Sarah Connor? Ben, on s'approche de la prochaine Schwarzenegger, hein. On parle de puissance, ben, on va plus se pencher vers la première. C'est que, excusez-moi, j'interviens. C'est quand même dingue que Lunatic n'a aucun intérêt sur le match, mais par contre, il a dit des très belles choses. C'est que il a pas d'envie spécifique, mais par contre, là pour le coup, t'as été quand même assez objectif, je trouve, mon ami Lunatic. Bah Moi, oui, je pense que dans le futur, pour conclure là-dessus, je pense que dans le futur, Lunatic va sûrement adorer, voire aduler Chris Statlander, pardon. C'est fort possible. Et tout de suite, les amis, pour ce prochain fight, c'est Messiah qui va vous le présenter. Eh ben, on est pour le AEW World Trios Championship. Donc, l'équipe de la Don Callis Family avec le champion international Kazuchika Okada, accompagné du champion TNT Kyle Fletcher et de Mark Davis, contre l'équipe des Jet Speed, donc Speedball McBailey, Kevin Knight, accompagné du grand Mystico. Donc, quand je vois l'affiche, si on me la sortait de n'importe quel moment, je te dirais, waouh, cool. Mais sur une carte AEW Revolution, j'aurais préféré limite voir Kazuchika Okada solo défendre le titre international. J'aurais préféré. Ça me fait chier qu'il ait le titre trio en vérité. Pareil, Kyle Fletcher aussi, j'aurais préféré le voir dans un match solo en fait. C'est comme ces deux champions avec des titres importants quand même de la fédération. Je préférais qu'il soit en match solo. Mais ça va donner un très bon match d'exhibition. Ça permet aussi à Tony Khan et à l'AEW de mettre Mystico sur une carte parce qu'ils ont le partenariat avec la CMLL, donc la plus grande star du Mexique qui apparaît dans un show AEW et ça commence à devenir récurrent. Donc je comprends leur point de vue de le mettre sur la carte. Mais c'est vrai que quand on voit certains des personnages, comme j'ai dit, surtout Okada et Kyle Fletcher, ils méritaient d'avoir des matchs solo, je pense. Mais en termes de in-ring, on va assister, je pense, à un bon match d'exhibition. Ça va bouger de partout. Un bon spot fest à l'ancienne. Comme dirait Lunatic, un peu la mort du selling, mais on s'en foutra. On va passer un bon moment. Bah, je permets à Lunatic de rebondir s'il en a envie directement. J'en ai rien à foutre du match. Ce match aurait très bien pu arriver à Dynamite. Mystico, il est sur la carte. Enfin, il est dans ce match parce que va te faire foutre. Hein. Et Okada, ça doit faire des lustres qui n'a plus défendu le titre international. Ça valait le coup de créer un PIM suprême pour désactiver les titres. Du coup, ce qu'il a, c'est le PIM dont on n'a plus rien à foutre. Mais du coup, je pronostique le victoire de la Don Kaka Family, a.k.a. Aichi Open. Visiblement, c'est leur nom. Donc voilà. Oui, c'est anciennement aussi Open, Mark Davis et Kyle Fletcher. Grande équipe dans les années 2015 et tout ça. Place à Wally. On y va. Moi, je rejoins Messiah sur ses propos. Je suis d'accord sur le fait que ça aurait été intéressant de voir Kyle Fletcher et Okada dans des matchs solo. Et là, je vais aussi rejoindre Lunatic par rapport à Okada dans le sens où il aurait pu défendre son titre. Mais comme je l'ai dit au début d'émission, on est déjà sur une carte qui contient déjà pas mal de matchs. Tu sens que Tony Khan a vraiment voulu mettre tout le monde sur la carte, dont des matchs regroupés. En plus, ils sont champions de monde, donc forcément, on va les aligner.
Mystico, c'est une star, donc là aussi il y a cette volonté de vouloir le mettre sur la carte pour l'exposition parce que ça va rappeler du pognon mine de rien. Et donc voilà, sur le papier ça va être un bon match parce que les 6 personnes qui vont s'affronter sont de très bons talents dans le ring. Ça risque d'être expéditif ou en mode spotfest, mais on prend. Et je pronostique aussi une victoire de la Don Callis Family. Je vois pas Mystico en fait s'aligner avec Jet Speed pour gagner les titres trio. Surtout que déjà la Don Callis Family avait gagné ces titres-là contre Jet Speed et Adam Page. Je les vois pas reprendre le titre comme ça avec une personne, une troisième roue de carrosse entre guillemets, sans manquer de respect à Mystico, mais dans le principe où en fait c'est eux plus une autre personne quoi. Yanis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le trio championship? Je vais rejoindre Lunatic, je vais même aller plus loin que lui, c'est-à-dire que Okada, ça fait combien de temps qu'il n'a réellement pas défendu sa ceinture parce que j'ai entendu sur certains fans sur d'une autre compagnie qui se plaignaient qu'une certaine championne WWE Women avait plus de 150 jours et qu'elle n'a pas défendu sa ceinture. Okada, je pense que la dernière fois qu'il a défendu sa ceinture, je crois que ça remonte à l'été dernier contre un certain Kenny Omega. Donc j'en ai un peu ras-le-bol des titres que t'es champion que tu défends pas. Hein, à part si tu veux faire des longs règnes, mais si t'as pas de construction, ça ne m'intéresse pas. Et pour ce match-là, je dirais, je vais même plus loin, c'est va te faire foutre tout le monde parce que ça m'intéresse pas le titre trio. C'est une ceinture qui pour moi à mes yeux ne sert strictement à rien. Ou hormis si t'as par exemple l'élite contre cette faction-là. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'être sur cette carte. Je te remercie malgré tout. Et on va passer directement au prochain fight. Strickland face à Brody King. Les deux sont connus pour des super fights où ça bouge pour leur poids, c'est impressionnant. Strickland plus récemment son fight face à Kenny Omega. Franchement, Messiah va pas me contredire, c'est à voir et à revoir. Tu m'étonnes. King, je le découvre, gros physique, 132 kilos à la pesée. Strickland c'est 109. On y va, puis ça va se rentrer dedans. Messiah. Alors moi, je le dis assez souvent, je suis un amoureux de Swerve Strickland. Il est dans mon top, de mon top 5 des personnes que j'aime le plus à la AEW. Lui d'avoir quitté la WWE parce qu'on voulait pas l'utiliser correctement, ça a été une renaissance et il est devenu l'un des acteurs majeurs de la AEW, vraiment excellent règne de champion, que des bangers, il y a zéro faute sur lui, son in-ring est parfait. Je suis amoureux de ses prises, de sa manière de les faire. Sa musique, je l'écoute dans ma playlist tout le temps parce qu'elle est trop bien. Prince Nana, c'est le fun et il est face à Brody King, la brute qui sort d'House of Black, donc un clan qui a pas eu ce qu'on imaginait, mais là maintenant il a une bonne carrière solo qui commence assez fort et où il a des matchs de championnat, il a eu une super équipe avec Bandido durant l'année 2025 et je suis très content de le voir dans un 1v1 sur la carte. C'est pour moi l'un des meilleurs big men actuels dans le ring, dans sa manière de bouger, d'amener ses prises et de ce qu'il dégage. Et ce match-là, ça va être un banger. J'ai hâte de le voir. En vrai, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Juste que j'aimerais que Brody King parce que je vois Swerve Strickland gagner pour qu'il reparte plus haut de nouveau. Mais j'aimerais bien que Brody King il ne redescende pas dans les limbes ou trop bas en mid-card. Et j'aimerais qu'il soit aussi un des acteurs majeurs de l'upper mid-card / main event. C'est pas toi, Ali. Alors avant de commencer, j'ai une question pour Messiah. Tu préfères son theme song de maintenant ou l'ancien? Moi personnellement, j'ai une préférence pour l'ancien qui est juste un banger. Je préfère le plus dark, ouais. Ah, tu préfères le récent du coup? Non, je préfère je préfère celui plus dark, mais j'adorais quand Nana dansait en tout cas. Bah oui, ça a rajouté un truc. Ouais. Mais vraiment quand il est champion heel, surtout face à Bryan Danielson là, quand je vois son entrée pognon partout, j'avais des dollars et des étoiles dans les yeux quoi. Ouais, incroyable cette entrée. Alors du coup, ce match-là, je suis hypé par le match.
tu sens que là cette mini feud qui s'est lancée il y a 2 semaines avec Brody King qui lance un Open Challenge à Swerve. Tu sens que c'est une réalité de transition avant que Swerve aille reprendre en fait sa feud avec Kenny Omega. Oui, mais est-ce que tu sens la sueur et le sang arriver sur ce fight-là? Oui. Au vu des 2 protagonistes qu'on a qui vont s'affronter, ça va être une belle bagarre. Yes. Swerve, ces dernières semaines, il a tenu à rappeler qu'il était l'homme le plus dangereux de la WWE, donc ça promet en termes de bagarre, et on sent qu'il aura un message à vouloir faire passer au reste du roster de la WWE, et précisément à Kenny Omega. Ensuite, je vais terminer sur Brody King. Je vais parler de lui et de l'équipe qu'il avait constituée avec Bandido, donc Brodido. Donc c'est vraiment une alliance qui a clairement bénéficié aux deux. Je trouve que les deux, ils ont passé un cap dans leur carrière après cette alliance. Et comme Messiah l'a dit, j'espère aussi que il va rester important en fait dans les programmes Brody King, parce que c'est vraiment intéressant ce qu'il propose. Tout comme son partenaire qui va affronter Andrade dans la soirée, enfin, dans le pay-per-view. Eh ben, place directement au prince de la Roustasse, au co-fondateur de l'Egri Time, Monsieur Lunatic. À vous. Ben, étonnamment, c'est le match que j'attends le plus. Le contexte. Sans blague. Oui. Là, c'est un bon duel du rugby entre Brody King et Swerve Strickland. J'aime bien les deux. Par contre, le public faudra se calmer avec les chants sur Ice. Hein. Je veux bien que le catch c'est politique, ça, des messages c'est important, mais j'aimerais pas que Brody King ne soit over que pour ça en fait, et qu'on ait ces chants à chaque fois qu'on voit sa tête seulement. Du coup, à part ça, Brody King très bon heavyweight. Swerve Strickland, perso, je préférais sa musique originale, mais sinon, Swerve Strickland, c'est clairement le catch. Hein. Et comme il dit, c'est l'homme le plus dangereux de AEW, même s'il a quand même fui face à Brody King au dernier Dynamite, mais il n'y a pas de souci. Hein. Faut bien crédibiliser le monstre. Mais et aussi son heel turn, bon, c'était assez surprenant, mais très intrigué pour son run de heel. Il a traumatisé Kenny Omega, qui préfère être en convention plutôt que venir au travail, hein, je tiens à le noter. Je peux pas laisser passer ça, mec. Je ne peux pas laisser passer. Laissez-moi intervenir. Kenny Omega, ça est devenu une égérie pour Capcom. Donc le dernier personnage qui a été ajouté dans Street Fighter 6, c'est basé sur le moveset de Kenny Omega. Et c'est quand même la Capcom Cup qui est le championnat mondial de Street Fighter. Donc il a des raisons. C'est important pour lui. Je comprends. C'est juste pour poser mon petit tac, mais sinon, en termes de pronostic, Swerve gagne. Et pour finir sur ce fight qui va être légendaire, je pense. La dernière fois que j'ai dit le mot légendaire, c'était pour Royal Rumble. C'est pour le Royal Rumble. Et il fut quand même historique, hein, malgré tout. Faites attention. Hein. Pas dans les bonnes manières. Donc, c'est Yanis qui va conclure là-dessus. Et moi, à toi l'honneur. J'en ai strictement rien à foutre de ce match-là. Il aurait dû rester à Dynamite. Vous pouvez me sortir ce que vous voulez comme argument, les copains. Le problème. Mais tu es fou. Il y a sur Strickland, quoi. Le problème, c'est que cette feud a commencé il y a 2 semaines. Une bonne feud, ça devrait commencer par la construction basique petit à petit. Ce match-là arrive trop tôt pour moi. J'aurais préféré aller au pro interview. Mais sinon, moi, ce match-là, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je vais peut-être le regarder parce que Strickland, il bouge bien dans le ring. Il se prétend être l'homme le plus dangereux. Mais si t'es l'homme le plus dangereux, pourquoi tu as fait au dernier Dynamite? C'est vrai que je comprends toujours taisez-vous. Vous êtes audible. Yanis, en fait, il préfère le booking de Triple H. Franchement, Yanis, ses propos sont inaudibles.
Inaudible, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Je suis désolé, mes camarades. Moi, quand on parle de l'homme le plus dangereux, je pense à un seul homme, c'est Austin. Quand Austin, on disait que c'était l'homme le plus dangereux, il venait dans le ring, il fuyait pas. Il mettait des stunners à n'importe qui, il s'en battait les couilles. Là, j'ai l'impression que c'est un heel lâche, comme tous les autres heels, comme depuis maintenant 20 ans. Il n'y a pas d'évolution. Donc ce match-là, je vais le regarder sur ma télé, devant une partie de FIFA, parce que ça va m'éclater. Voilà, c'est tout ce que j'avais à Et dire. vu comme vous êtes, j'espère que votre télé va vous lâcher quand vous allez lancer le match. J'espère. Ne Mais t'inquiète pas, c'est tu une peux vraiment- hérésie. Oh là là, c'est une hérésie. Mais Yanis, toi qui es fan ultime du Taker, le Taker quand il était heel en 2012 ou en 99, il fuyait. Hein. Un grand gaillard comme lui. Ah, c'est un heal, c'est un heal comme Oh, on il a a l'habitude fui. de voir. Non, il a fui, c'est tout, il a fui. Avant de finir sur ce match, je veux quand même dire que non, souviens-toi de son run de heal, là, quand il était champion, justement, avant de Bryan Danielson, comme je l'ai cité, c'était un heal à part des autres. Et là, il faut juste le laisser le temps de reconfirmer son heel turn. Pour moi, il est pas lambda, et c'est Swerve, quoi, putain de merde. Tout simplement, Swerve, quoi. C'est Tu clair. peux me sortir l'argument que tu veux. Le match, il aurait pas dû avoir lieu pour moi tout de suite. Je l'aurais attendu, je l'aurais construit petit à petit en weekly, des segments de promo, si ça parle de shoot, parce que j'ai entendu le mot ice. Je pense que si ça a sorti par le public, je pense qu'il y avait moyen de construire quelque chose de rigolo. Mais là, vu que la feud a commencé à peine 2 semaines, donc c'est une feud c'est un match de transition pour Kenny Omega. Bon, je vais pas revenir sur ce que Messiah a dit. Omega, il a plus à foutre à Street Fighter 6 que sur un ring apparemment en ce moment. Hein. C'est un scandale! Si Tony Khan, Scandaleux. il aime bien si Tony Khan aime bien que son acolyte de bureau part à l'étranger pour s'amuser un peu, prendre du bon temps. Bon, hein. Je vois pas pourquoi je devrais sanctionner Kenny Omega. Bon, sur ce, à vous. Merci. À vous les studios. Les amis, on passe directement à l'AEW World Tag Team Championship. FTR versus les Young Bucks. Je suis un grand partisan des Young Bucks. Vous avez pu le constater récemment, entre autres. Voilà, ils sont de retour. Ça promet d'être explosif. Il me semble que c'est leur 5e rencontre. Ça va être encore emblématique. Ça faisait 1 an qu'ils n'avaient pas pu s'affronter directement. Les tensions montent. Est-ce que ce clash pourrait rehausser par une stipulation comme un match en cage ou un autre type de match violent? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va prendre du plaisir là-dessus, les potes. Et c'est Wally qui commence. Comme tu l'as dit, c'est leur 5e affrontement. 2 équipes emblématiques que je mets dans le top 10 en fait des meilleures équipes all-time. Avec FTR quand même un cran en dessous des Young Bucks. Les Young Bucks, ils peuvent vraiment prétendre au top 3. Pas forcément les FTR, mais qui restent une très 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 bonne équipe. Ce qui est amusant, ce qui est intéressant sur leurs quelques affrontements qu'ils ont eu, c'est que les rôles en fait ont pas toujours été les mêmes. C'est-à-dire que par moments c'était les Young Bucks qui étaient heel et FTR face. Là, je suis content de voir les Young Bucks face et FTR heel parce que FTR en tant qu'heel ils sont géniaux, ils sont bien énervants. Les Young Bucks avec tout l'arc de rédemption. Depuis qu'ils sont plus vice-présidents suite au match qu'ils ont perdu à All In contre Swerve et Will Ospreay, c'était vraiment intéressant l'histoire qui était racontée où ils étaient ruinés, etc., etc. Donc c'est un bel arc de rédemption. J'aimerais qu'ils se poursuivent. Donc c'est pour ça que je vais pronostiquer une victoire des FTR parce que j'ai encore envie en fait que cette arc de rédemption en fait des Young Bucks se poursuive. Moi, on n'est pas encore à ce climax là en fait de leur turn, donc je mets sur une victoire des FTR. Ok. Lunatic, c'est à toi. Ok, j'en ai marre des FTR Young Bucks. Là, c'est bon. Oui, c'est le 5e et j'en ai rien à foutre.
Les Young Bucks, j'ai Merci, jamais lunatique. aimé. Les FTR de mémoire récente, ils m'emmerdent. Leurs matchs n'ont jamais été ouf. Ce match-là sera sûrement pas ouf. Mais de ce que j'ai vu au dernier Dynamite, au moins pour une fois, ça semble être autre chose que qui est la meilleure équipe du monde. Donc au moins, il y a une raison de regarder le match. Je tiens à préciser, les followers, les personnes qui vont regarder aussi cette vidéo, qui ne sont peut-être pas abonnés, qui vont écouter ce podcast. Vous ne pouvez pas voir Messiah. Je viens de voir le geste de Messiah. Tu peux développer rapidement sur J'ai l'impression, mon ami lunatique, que tu n'as pas assez vu de matchs de FTR et Young Bucks, à mon avis, où tu les as survolés, que tu as un mauvais a priori et que du coup tu as du mal à te détourner de ça. C'est vraiment l'impression que j'ai, parce que d'entendre de pareilles bêtises, j'ai vraiment du mal. Surtout de dire j'en ai marre des FTR et Young Bucks quand on adore John Cena. T'en avais pas marre des matchs face à Orton, peut-être? Voilà. Donc, Laissez-moi développer. Je reviens sur le match. Donc, oui, c'est leur 5e affrontement, mais pour moi, c'est les 2 piliers de la division par équipe, les 2 plus gros noms de la division par équipe depuis la création de la WWE. Donc, c'est normal qu'ils se retrouvent à des moments précis durant les shows et durant les années. Là, on a enfin, comme il dit Wally, passé que FTR est de nouveau heel et ça leur va beaucoup mieux. Et là, ils sont crédibles, ils sont insupportables et c'est des gros cons, donc c'est parfait. Et les Bucks, comme Wally, j'ai adoré leur montée de rédemption pour qu'ils redeviennent les Young Bucks qu'on connaît, la Super Kick Party, les mecs de l'élite, Fun, qui sont rapprochés de Kenny Omega après tout le désastre des EVPs et qu'ils ont vraiment galéré à remonter à cette place-là. Donc j'ai vraiment hâte du match. Je pense aussi que FTR va conserver parce que les Young Bucks, la rédemption est peut-être pas encore terminée. Mais au moins Lunatic, il a dit à bon point, c'est vrai que comparé aux 2 anciens affrontements, au moins ils ont pas mis en avant le fait d'être la meilleure équipe du monde. Là, c'est personnel. Les FTR ont attaqué la famille des Young Bucks et les font passer pour des gens faibles. Et je veux voir de l'adversité et de la compétitivité chez les Bucks face aux démoniaques FTR. Je pense que tu ne seras pas déçu, Messiah. Oh, c'est sûr que non. En étant sincère. Excuse-moi, Loman, j'ai pas donné mon pronostic. Du coup, je dis que FTR gagne parce qu'il y a Edge et Christian qui attendent pour la suite. Oui, bon point, Lunatic. C'est vrai qu'il y a toujours cette feud entre Copeland et Christian Cage qui attendent les FTR. Pas Edge, hein. Edge, il n'existe pas. Hein. Adam Copeland. Oui. On finit sur ce fight avec Yanis. C'est quand même malheureux de se dire que les 2 équipes, dans une que j'adore, c'est FTR, se retrouvent encore à nouveau. Vous pouvez pas faire mélanger d'autres équipes, parce que vous me dites que c'est le 5e affrontement. Bah, vous savez quoi, j'avais soufflé sur la rivalité Cena-Orton, bah là je vais encore souffler. Je souffle sur la rivalité FTR et Young Bucks. Oui, non, mais attends, ça fait 1 an qu'ils se sont pas affrontés, hein. Oui, et là, il y a un vrai build-up, Yanis. Tu ne peux pas être aussi aigri là-dessus, quoi. Ah oui. Je m'en fous, tu vas pas me faire croire qu'il y a seulement 2 équipes à la UW, quand même, bordel de merde. À un moment donné, si tu te prétends avoir la meilleure division par équipe au monde, fais tourner. Ouais, mais là, on est dans un gros pay-per-view, n'empêche. Qu'ils ont pas des pay-per-view tous les mois. Là, ils ont construit la rivalité pour emmener à la finalité, quoi. Ils allaient pas se passer de ce match-là, je pense. Exactement. Tu pouvais l'attendre pour le plus gros pay-per-view de l'année, si tu veux, dans ces cas-là, par Révolution. Non, là, avec ce qui s'est passé entre les deux, là, c'était maintenant ou jamais pour en finir. Je pense. Hein. Bon, bah, d'accord. Bon, bah, si dans ces cas-là, pourquoi vous faites pas une stipulation à Twio, le match pour faire 3 tombées, tant que vous en gagnez 2, par exemple, en 1 contre 1, ou juste un simple 1 contre 1. Mais il me semble que c'est pas déjà arrivé, ça. Oui, ils l'ont déjà fait. Bah justement, ils ont déjà fait les stipulations avant, donc moi je trouve ça cohérent qu'ils finissent sur un tag team classique en fait, parce que les stipulations se sont déjà passées sur les anciens matchs. Ben moi, si Tony Khan avait les couilles, c'est-à-dire que le perdant ne devrait plus affronter l'équipe gagnante. Si Tony Khan avait les corones, comme on dirait de chez moi, du côté de chez ma mère. Voilà. Voilà. On a eu la même chose avec
avec Cena Orton en 2009 où Voilà. si Un Orton dernier ne gagnait pas, un dernier Bah, affrontement, une bonne fois pour toutes, et on n'en parle plus. Il là, y a- parce que il y a- quand on arrive- Yanis, je t'attends sur cette tech-là, hein, parce qu'on va en parler durant le main event de cette stipulation de merde. Donc t'as intérêt à bien la défendre dans le main event aussi. Hein. Oh, t'inquiète pas, je le chie le main event. Je le chie depuis Yanis. 2 semaines. Yanis, ton pronostic, s'il te plaît. Oh, allez, je vois un match nul, histoire de rigoler. C'est ça. Match nul. Est-ce que tu vois du temps additionnel? L'arbitre qui met des cartons? C'est ça? Oh, non, ça va finir sur un draw parce que ça va être un draw time limit et on n'en parle plus jusqu'au prochain pay-per-view. Et voilà. Hein. Ah, c'est Ok. bon, faut qu'on avance. Faut que la division D'accord. avance. Moi ça, Bah, c'est je- bon. Ça. Justement, on avance directement, les amis. Bandido versus Andrade, c'est simple. Je vous conseille d'aller voir tous les fights qu'ils ont pu faire chacun de leur côté, avec plein de moves, des techniques différentes. Et puis je pense que les deux savent catcher contre tout type de physique et tout style de catch différent. Vous allez me répondre aussi, est-ce que Andrade c'est une renaissance ou pas? Ou est-ce qu'il va falloir encore attendre un petit peu pour cette renaissance? Bandido, comme je l'ai dit, ça bouge énormément. J'adore son 1080 Hurricane Rana, qui est assez fou. Je pense que ça va être un gros fight. Beaucoup d'intensité, du cardio. Et ben Yannis rebondit directement. Alors, ce match-là, c'est comme le match avant, je souffle. Je souffle. Impossible. Ah oui, je souffle encore. Parce que Andrade, c'est la combienième fois qu'il a le W là? C'est la 3e? La deuxième. Mec, la Deuxième. fois. Installe-toi dans une compagnie sérieux. T'as le physique pour, t'as le in qui pour, t'as une gueule qui t'a pour. Installe-toi dans une compagnie, je sais pas, fais quelque chose. Installe-toi, bordel de merde. On sait que t'as pas réussi à la W2, t'as eu des circonstances atteignantes. Mais c'est bon, là, c'est bon, installe-toi. Donc, ce pronostic, je dirais Bandido qui gagne. Et ben on passe directement à notre ami Messiah. Je vais essayer de faire un peu l'avocat du diable avec Andrade, même si oui, il a fait la passerelle plusieurs fois. Là, je pense que c'est enfin il a enfin mis le pied à terre, justement, s'installer, comme il dit Yanis. Là, il a enfin aussi une vraie personnalité. Il sort avec le fait de ses baddies où il prend des photos en selfie et tout. Je trouve ça très marrant. Il a jamais eu un physique comme ça. Il s'est fait un physique de bœuf. Il est vraiment à son prime niveau physique, je trouve. Et il a pas ralenti au niveau in-ring, et que c'était déjà un excellent catcheur. Hein. Souvenez-vous, pour les fans de la New Japan et de la CMLL, quand il était là son bras. Je pense qu'il est installé. Tony Khan le laisse aussi aller faire des piges ailleurs, donc c'est très cool de pouvoir le voir catcher justement à la New Japan et autres. Et là, je pense que c'est un gros match exhibition. C'est entre deux Mexicains qui sont totalement différents des luchadors classiques. Donc je suis très content de les voir parce que c'est pas des simples luchadors les deux. Et du coup, Bandido, je pense vraiment que c'est le catcheur masqué actuel qui me fascine le plus. Le mec est une force de la nature, il a un catch champagne et qui développe de la force, et ça que j'aime bien, c'est que comparé à d'autres Mexicains, il paraît pas lent dans les impacts, il est très solide et très... Il rentre dedans, quoi, et c'est ça que j'aime bien, surtout, Loman, tu parlais de son Hurricane Rana, moi j'aime beaucoup son finish, la Twatine One Pelex, où on voit que le mec a des lombaires en béton armé. Moi qui ai des problèmes de dos, ça me fascine de voir autant de force chez un luchador. Donc même s'il n'y a pas vraiment de build-up, on s'en fout un peu d'une rivalité, c'est un peu une rivalité quelconque, mais par contre en termes de catch, c'est un des matchs que j'attends le plus sur la carte, et je pense qu'ils vont donner la victoire à Andrade. Et ben place tout de suite à Swatwali. alors c'est un match que je mettrais bien en opener, parce qu'au vu des deux talents qu'on a, ils vont nous offrir un beau spectacle. Donc c'est un match que je mettrais bien en opener pour chauffer la foule. Je pronostiquais Andrade pour la victoire, et j'en profite pour répondre à ta question, Loman. Est-ce qu'on arrive... Alors c'était quoi? Est-ce que on arrive à sa renaissance, c'est ça? Est-ce que pour vous,
on est en train d'assister à la renaissance d'Andrade. Ouais, voilà, c'est ça. Alors pour moi, c'est un peu tôt de dire qu'on est sur une renaissance. Là, pour le moment, c'est encourageant parce que sans aller dans le détail qu'a dit Messiah, il s'est retrouvé une identité, pardon. Donc à voir ce que ça va donner physiquement aussi. En plus, il s'est amélioré physiquement, alors qu'il était déjà pas mal physiquement. C'est quoi, moi, vas-y, continue, puis je te dis un truc après. Ouais. Ok. Je dirais qu'il faudrait attendre peut-être 6 mois à 1 an, de faire le bilan et de vraiment parler d'une renaissance. Parce que t'as eu plusieurs personnes qui sont arrivées à la l'AEW, qui ont fait le retour à l'AEW ou qui sont revenus à la l'AEW, enfin qui ont signé à la l'AEW, où il y avait la hype du début, puis ils ont très vite été éclipsés en fait par une nouvelle signature, un autre retour. Donc pour ça, je me dis qu'il faudrait peut-être attendre 1 an, faire le bilan, de voir comment justement est-ce que lui ça a été constant, est-ce que les programmes dans lesquels il a participé ça a été intéressant, tous ces éléments-là pour vraiment faire un gros bilan et parler d'une vraie renaissance. Wally, je te prends en mot. Si dans 1 an on est toujours dans cette magnifique team, je te prends en mot, Wally, et on fait un petit bilan sur la renaissance d'Andrade. Ça te va ? Ok, rendez-vous le 11 mars 2027. Let's go. Et on va finir sur ce fight avec le légendaire prince de la roussette, Lunatic. De base, je devais être aigri pour ce match parce que, ce match... Il a changé d'avis, les amis. Hein. Parce que ce match, c'est juste, va te faire foutre, on vous met l'affiche sans aucune raison. Mais je me dis que si c'est la seule affiche qu'il peut y avoir dans un pay-per-view, juste une affiche d'exhibition, ça ne me dérange pas en mode on vous met sur le ring, battez-vous, il n'y a pas de souci. Ça va être un match plutôt bon, surtout que j'aime bien les deux. Je pronostique une victoire d'Andrade. Bandido, ça doit être l'un des seuls rares luchadors masqués intéressants sur le territoire US et même dans le mainstream en général. Andrade, il est plutôt bien installé pour l'instant. On va attendre une fois passé la période des 3 mois. Là, ça fait 3 mois pour voir s'il ne finit pas comme beaucoup de ses compères dont la hype se termine et qui finissent dans la masse. Pour certains, même, c'est même dans 3 semaines. Donc, du coup, wait and see. Eh ben, très bien, les amis. Je vous remercie. On passe tout de suite, sans perdre de temps, directement au co-main event. Et c'est Messiah qui vous le présente. Ah oui, je fais la présentation complète. C'est parti. On est pour le AEW Continental Championship avec une stipulation qui est le No Time Limit Draw entre Jon Moxley, le champion, face à Konosuke Takeshita. Donc moi, c'est en termes d'in-ring, je vais toujours commencer par là. En termes d'in-ring, c'est un des matchs que j'attends le plus dans la carte parce que Moxley, c'est le GOAT et c'est vraiment vraiment, je pense, j'avais dit que Swerve était là qui me fascinait le plus, mais celui qui trône tout en haut, c'est Jon Moxley. Yes. C'est ça, c'est vraiment Jon Moxley où j'aime beaucoup trop ce catcheur. Et il est face à une nouvelle machine zéro défaut, à part pour les promos parce qu'il est japonais et qu'il parle pas encore anglais. Mais en termes d'in-ring, c'est vraiment la machine zéro défaut. Il est à la Kurt Angle, j'ai envie de dire, mais pas dans le même style, quoi. Le mec peut tout faire, de la technique, du strike, de la voltige. Il a été déjà à l'aise dans des matchs avec un peu plus de stipulation. C'est vraiment une machine de guerre, Konosuke Takeshita, à tel point qu'il est main eventer dans les 3 compagnies où il tourne. Donc c'est incroyable, donc j'ai vraiment hâte de voir ce match. Je sais que leur dernier match avait fini sur un time limit draw, donc ils décident de mettre no time limit. À voir. Moi, ce que j'aimerais bien justement, c'est qu'ils prennent tout le monde de court et pas qu'ils nous fassent un match forcément d'une demi-heure ou de 3/4 d'heure. J'aimerais que le match finisse dans le temps normal de time limit pour le titre continental. Que en fait les mecs, ils ont dit on se met pas de limite pour pouvoir vraiment voir qui est le vainqueur et qu'en fait le vainqueur arrive à gagner dans ce time limit là. Je trouverais ça trop intelligent de faire ça et j'aimerais que ce soit Jon Moxley qui gagne, même pour que Takeshita continue sa rivalité qui prend un peu de temps face à Kazuchika Okada et que Jon Moxley peut-être quitte son clan au bout d'un moment, mais que ça vienne pas de lui qui te fasse trahir. Parce qu'actuellement, c'est un gros babyface, il est revenu babyface, mais son clan reste les plus gros de la promotion, et ça pourra pas durer trop longtemps cette histoire, ça dure déjà assez longtemps. Affaire à suivre.
Et bah tout de suite place à soit Ali. Ouais, bah, gros main event en perspective. Une bonne bagarre entre les deux. Pas besoin de m'attarder sur les facultés catchesques de nos deux protagonistes. Euh, pour le pronostic, un peu difficile à pronostiquer parce que là on arrive à Révolution. Je m'attendais à ce que à ce que John Moxley en fait n'affronte pas forcément Takeshita, mais affronte plutôt un Claudio Castagnoli ou un Pac, parce que je m'attendais en fait à un turn des une trahison des Death Riders sur John Moxley, parce que comme Messiah l'a dit, Mox est face tandis que les Death Riders sont heel. Qui sait, peut-être que ça va arriver lors de ce Révolution et qui déboulera sur une victoire de Takeshita qui prendrait le titre et qui nous permettrait de poursuivre justement sa feud avec Okada, avec pourquoi pas, voilà, c'est vraiment avec des grands mots je dis ça, enfin des grosses pincettes que je dis ça, une unification encore une fois des titres continental et international, les championnats internationaux Okada. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc on descend le booking de Tony Khan, c'est quelque chose qui peut arriver. Et qui sait, peut-être qu'on aura le tout premier AEW Intercontinental Championship. Donc voilà. Ce que j'aimerais, c'est du coup une trahison du Death Rider avec une victoire de Takeshita. Mais Takeshita qui du coup ensuite ira en feud avec Okada et Mox avec les Death Riders. Alors t'es pas tout à fait d'accord avec Messiah, parce que lui il veut la trahison, mais il veut la défaite de son japonais, oui. Messiah. Oui. Voilà. Oui. Effectivement. Voilà, parce que l'idée fumeuse de Wally d'encore une unification de titres et de machin, j'ai pas envie de ça. Bon, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Connaissant le booking de Tony Khan, on n'est pas à l'abri de ça. Et en fait, j'irais même plus loin, c'est-à-dire que on pourrait avoir une unification, puis ensuite une re-séparation du titre, pour encore avoir des pins. Et bah tiens, place tout de suite à Yanis. Alors, moi, je vais être à contresens de tout le monde. Je veux une intervention du Destroyer qui met les deux KO et que le Japonais remporte la ceinture. Comme ça, on fait tourner la page des Death Riders une bonne fois pour toutes, et que Moxie aille chercher d'autres ceintures ou qu'il fasse d'autres promos babyface, parce que moi, les Death Riders, au départ, j'en ai eu plein le cul. Mais le problème, c'est que j'ai pris à aimer les heals. Je suis comme Triple H 2003, hein, c'est-à-dire je prends le gratin et je le mets partout. Donc voilà, moi je vois bien Claudio intervenir dans le match, ou pas, qui tourne sur Moxley et on n'en parle plus, basta. Ok. Et ben, je vais prendre la parole avant de laisser conclure notre ami lunatique. Je vous conseille vraiment de regarder tous les matchs de Konosuke Takeshita et de John Moxley, le roi des méchants, le leader des Death Riders. Pour regarder leur confrontation à l'AEW Collision 2025, Super Fight. Et pour préciser, John Moxley prend son pied quand il reçoit des coups et qu'il saigne. Deux gros catcheurs, il va y avoir de gros impacts. Ça va laisser des traces et des marques. À toi, Lunette. Au vu de l'affiche, c'est une affiche qui est plutôt cool, hein. Ça va être un bon match de bourrin. Voilà, et ça s'annonce d'être plutôt bon. Du coup, j'ai préféré commencer par la fin pour pousser un léger coup de gueule. Moi, ce qui me dérange, c'est la manière, en fait. Parce que j'en ai marre de cette facilité de time limit où on récompense les mecs, où on justifie un nouveau match avec hors time limit. À un moment, normalement, les time limits, c'est censé être le truc où tu te bats, on te donne un temps limité. Si tu ne termines pas le temps limite, c'est ton problème, en fait, on passe à autre chose. C'est pas censé être donné comme ça, en fait.
C'est juste de la facilité scénaristique pour dire qu'on n'arrive pas à assumer qu'un mec est plus fort que l'autre. Et ça arrive trop souvent, en fait. Donc, c'est ça qui me dérange. À la limite, qu'il y ait une autre manière qu'il refasse ce match, ok. Mais si c'est juste utiliser ça, c'est vraiment fainéant, quoi. Et sinon, bon, j'en ai déjà assez parlé du match. Moi, autre chose qui me dérange, de toute manière, tout le monde l'a déjà dit, hein, c'est l'histoire des Death Riders où on ne comprend rien. John Moxley, Babyface et les autres sont heal. À un moment donné, il y a des gens qui vont dire Twinner, mais Twinner, si tu n'as pas un alignement bien précis, ça n'existe pas. Ce genre de principe-là, de juste être Twinner, j'appelle ça être un figurant, franchement. Donc, soit il y a une trahison sur Moxie, etc., soit tout le clan devient face, mais à un moment, faut se décider. Ah, et on pronostique John Moxley consort. Bah, très bien, les amis. Ça y est, on y est. Ça va être le main event. Un Texas Deathmatch. MJF face à Adam Page, The Hangman. Je prends la parole rapidement. Je pense que ça va être plutôt beau à voir. Je pense que je suis pas le seul à être un fan des deathmatch. On est pas mal ici. Peut-être pas lunatique, mais d'autres personnes. Je pense que vous allez prendre votre pied. Et place tout de suite à Wally. Alors, match gore à venir. Connaissant les derniers matchs que notre cher ami Adam Page a pu faire par le passé, ça va pisser le sang. Adam Page, mon personnage préféré, enfin mon catcheur préféré masculin, toute compétition, j'allais dire, toute fédération confondue. Je suis un peu embêté par la stipulation qui indique que en fait s'il ne gagne plus le titre, s'il ne remporte pas le titre, il ne pourra plus aspirer à devenir challenger, un peu comme Cody Rhodes il y a quelques années. C'est ce que j'allais dire. Et donc par rapport à ça, est-ce que tu penses, et ceux qui vont développer par la suite, est-ce que vous pensez que ça cache pas des retournements de situation encore plus grands pour le futur? Le truc, c'est qu'en fait, avec ce résultat-là, t'as très peu d'options. En fait, c'est soit, en fait, ça rend le résultat très prévisible avec Adam Page, en fait, qui remporte le titre. Ou alors, s'il ne le remporte pas, il faudra trouver un micmac dans quelques mois ou quelques années pour lui permettre de revenir, en fait, dans la taille de picture. Donc c'est un peu compliqué en fait ce type de stipulation. À la limite tu peux la faire pour un catcheur dont tu es sûr qui va quitter la fédération, mais là Adam Page on parle du personnage principal de l'AEW. Donc et en plus il est encore assez jeune. Donc je ne le vois pas en fait les 10 prochaines années ne plus avoir de chance au titre. Donc ça n'a pas vraiment de sens cette stipulation. Mais du coup, j'ai quand même envie de voir Adam Page champion parce que je reste sur ma faim en fait sur ses 2 premiers règnes de champion qui ont été très courts. Son deuxième règne commençait bien. La victoire de Samoa Joe était surprenante. Mais ça, typiquement, c'est une très bonne feud pour un babyface parce que Adam Page, comme d'autres catcheurs babyface, il souffre justement de ce booking où les babyface, la poursuite, la chasse au titre en fait est plus intéressant que le règne. Et du coup, je sais pas si c'est dû au catcheur directement ou si c'est vraiment un problème du booking des babyface en général. J'ai l'impression que les seuls babyface qui ont un règne décent, c'est des babyface qui sont bookés ultra forts, type Batista par exemple. Mais ceux qui sont un peu en mode underdog, etc., ils ont toujours des règnes courts ou fades. Et donc j'espère qu'on va remédier à ce problème-là. Et juste, je vais terminer par rapport à MJF et j'anticipe potentiellement ce qu'on pourrait dire autour d'MJF, notamment autour de son personnage, le fait qu'il soit peut-être pas réinventé. Je dirais que MJF de toute façon, il est encore
très jeune. Il a 28 ou 29 ans. Donc il a encore bien le temps d'affiner son personnage. C'est vrai que là, il n'y a pas forcément de renouveau depuis la feud avec Adam Cole. Ouais, mais je reste apparemment, il a tendance à manipuler les règles. C'est-à-dire. Il l'a toujours fait, hein. Il a toujours fait. Il l'a toujours fait. Ouais, qui lui permettrait de revenir dans la course sous un nouvel angle. On parle d'MJF. MJF, ouais. Sauf que la stipulation, parce que la stipulation concerne que Adam Page, concerne pas MJF de plus pouvoir affronter le titre. Si MJF il perd, il pourra revenir. Ouais. Ah oui, non, oui. Non, oui, ça, oui. Oui, effectivement, oui, la stipulation ne concerne que Adam Page. Mais en fait, là, mon point sur MJF, c'était vraiment sur MJF lui-même, en fait. Le personnage d'MJF. Le personnage d'MJF, que je disais tout ça. Ok. Et donc, voilà. Eh ben, très bien. Place tout de suite au capitaine de l'Egri Time, Messiah. Eh ben, j'aime beaucoup toute la présentation que tu as fait, Wally. Tu as soulevé la plupart des points que j'aurais voulu soulever. Donc, je vais pas trop développer parce que tu l'as excellemment bien fait, mon ami. Juste, oui, sur le changement de personnage de MJF, je suis d'accord qu'il soit très jeune et que du coup, ça peut monter. Mais comme il est monté très jeune, très haut, très vite, et ben en fait, s'il se renouvelle pas en étant dans la scène du main event, il risque de redescendre et de devenir quelqu'un de, on va dire, de lambda. Et ce que j'aimerais pas, parce que c'est l'un des jeunes meilleurs talents qu'on a eu depuis pas mal de temps. Il est prometteur de ouf. Voilà. En plus, il se rapproche de la trentaine, mais il est encore jeune. Mais il faudrait qu'il trouve d'autres points pour faire développer sa gimmick et pas seulement être un connard lâche qui fait des shoots, quoi. Ça devrait aller un peu plus loin, pour moi. Quant à Adam Page, je suis quand même un poil déçu que, il est toujours, c'est là, comme je l'avais déjà dit, le personnage le mieux écrit dans le monde du catch depuis 15 ans. Mais il est toujours très fort dans les arcs de rédemption et dans la course au titre. Et dès qu'il est champion, on a l'impression que la hype se stagne ou baisse. Et j'avais pas compris la prise de titre de Samoa Joe, même si c'était cool pour Samoa Joe. J'aurais préféré que Adam Page reste champion jusqu'à MJF, en fait. Ça aurait été beaucoup mieux pour moi. Il aurait eu un titre beaucoup plus long. Donc à voir. Moi, j'aime pas cette stipulation aussi que si le challenger gagne pas, il peut plus raffronter, il peut plus être challenger au titre mondial, alors qu'on parle d'un des visages de la WWE. Donc c'est où ça spoil le match, ou comme tu dis Loman, il va y avoir un swerve, quoi. Il va y avoir une fin bizarre ou une technicalité par rapport aux officiels. Je préférais que comme c'est sa stipulation de cœur à Handman Page, c'est le Texas Deathmatch qui gagne clairement sur MJF, et wait and see de ce qu'on fera des deux plus tard. Lunatic, tes mots sur le main event? Ben moi je trouve que le main event ça ne me dérange pas. MJF, Hangman Page, pourquoi pas, même si j'ai aimé aucun de leurs matchs de mémoire. Mais il y a une situation, je trouve pas ça spécialement utile, ça me lasse un peu l'histoire des Texas Deathmatch pour terminer les rivalités, mais bon, si vous voulez. De toute manière, je vais pas revenir sur ce que Wally et Messiah ont dit sur la stipulation de si Hangman Page perd, il n'a plus d'opportunité pour le titre de sa vie. Je trouve ça totalement stupide, hein. Autant arrêter ta carrière, hein, ça ira plus vite. Et après, tu perds, tu n'as plus d'opportunité, tu fais quoi? Ouais, mais dire que oui, il peut encore aller sous les autres pins, mais ça ne vaudra rien. Et il va faire quoi? Faire des arcs de rédemption. À un moment, il ne va pas faire des arcs de rédemption chaque année. Et c'est pas seulement que dans les arcs de rédemption qui doit être intéressant. À un moment, il faut qu'il puisse raconter autre chose. Donc, pour le coup, pour MJF, pour l'instant, son règne, je le trouve plutôt correct, hein, bien que je trouve qu'il est has-been depuis 3 ans, alors qu'il n'a même pas 30 ans, ça me termine. Mais sinon, en termes de pronostic, je dis Hangman Page pour un peu de cohérence. Voilà, j'ai fini. Eh ben, je te remercie, mon ami. Et tout de suite, la conclusion de Monsieur Yanis. Alors, on va prendre la fin. Ce match-là, le in-ring, je pense que ça sera peut-être le show-stealer de la soirée. Non, le problème, c'est que Adam Page, je veux le voir dans un 1 contre 1, point barre, parce que les Texas Deathmatch, pas que j'en ai rien à foutre, mais ça commence à faire beaucoup.
Le premier, quand il l'a fait contre Moxley, ça me dérangeait pas parce parce que les deux se foutaient sur des marrons quasiment toutes les semaines. Le deuxième, quand Strickland me dérangeait pas parce que les deux mettaient des marrons sur la gueule. Là, le troisième qui était à All In, il était incroyable, il y avait pas de souci. Maintenant, le quatrième qui s'annonce, je ne vois pas l'intérêt de ce match. Je ne le vois pas. Je chie littéralement sur la stipulation depuis que j'ai appris cette news. C'est comme, tu vois, j'ai des vagues souvenirs du Vietnam qui me revient à travers la gueule. Ça va finir en plein de sang barbecue. Et surtout, j'ai discuté avec John Dundee il y a pas si longtemps que ça. Bon, il me dit qu'il il doit être à la maison en train de picoler comme d'habitude. Mais à un moment donné, Adam Page, pourquoi tu ne fais pas des 1v1 classiques? Je t'ai vu faire des 1v1 classiques pendant que tu es tout en règne de la LW. Même les matchs 1 contre 1, tu le gères très bien. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, reviens, puisque tu sais faire de basique, le 1 contre 1, en plus pour le titre mondial. Stop. Quand est-ce que tu vas arrêter de faire le Texas? Parce que si dans 5 ans, on te revoit avec la gueule en sang, avec des boutons partout dans le dos, des fronts qui ressemblent à rien, qui ressemblent à un gruyère en steak haché, faudra pas s'étonner que tu tiendras pas longtemps dans le monde du catch. Donc stop. On arrête les Texas de ce match. C'était bien quand il y avait Moxie parce que Moxie il préfère le match hardcore, il y a pas de souci. Mais là, comme NJF, sachant que j'ai regardé le Pack Dynamite la semaine dernière, mais celui d'avant, il sort de nulle part le Texas Deathmatch juste parce que apparemment NJF a grugé sur la pièce en or. Sur sa pièce. Donc stop, on refait un truc basique. 1 contre 1, point barre. Et sur ce, je conclus parce que je chie depuis l'annonce de ce match-là. Encore un pain de sang. Pour le coup, je ne vois pas l'intérêt de ce match-là. Hormis juste, et surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'ils nous pondent une stipulation que si Adam Page ne perd contre MJF, il n'a droit plus à la ceinture, ce qui est complètement débile parce que Adam Page, je le répète sur tous les lives, que c'est le cœur et l'âme de la LW, c'est le DDP moderne. Donc stop. Reviens un contre un classique, tu sais très bien faire, et voilà. C'est quand même dingue que c'est le mec qui aime le plus la CZW qui demande d'avoir un match classique. Bravo mon Yanis. Ah oui, c'est ça le pire. Tu sais, à chaque fois qu'il croise Messiah dans les couloirs, il lui demande de la CZ. Et ben les amis, on arrive à la fin de l'émission. J'ai pris énormément de plaisir d'échanger avec vous sur ce show de l'AEW Révolution. Cette carte, elle me hype énormément, de fou. J'espère que ça va être vraiment quelque chose. Je suis très content qu'il y ait Megan Bayne. Je pense que je ne suis pas le seul. Je remercie Thomas. Exactement. Je remercie Messiah et Thomas de nous inviter et de nous recevoir une nouvelle fois. Un grand merci aux intervenants et aux followers. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission. Ciao. Salut. 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 Ciao.